Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude maintenant jeudi 11h en direct dans les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, Jean-Pierre, qu'on n'était pas en couple. Bonjour Jean-Pierre. En couple avec toi, Romain. Bonjour Romain, bonjour à tous les auditeurs de ces Murmures du Lac. Est-ce que tu me permets juste de dire un petit mot? Bien sûr. Je voulais, au nom de Radio Grand Lac, au nom de ma complice et amie Sandra, te dire encore un grand merci puisqu'on a appris que le groupe RD Immo renouvelait son partenariat avec Radio Grand Lac. Donc, merci beaucoup pour ta confiance, pour ton soutien, et on ne peut que conseiller à tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont des affaires immobilières à faire, de se rapprocher du groupe RD Immo à Aix-les-Bains, au bord du lac. Là-bas, en plus, le cadre est super sympa, et puis ils te connaîtront, et donc ils auront tout gagné. Top, groupe RD Immo Aix-les-Bains, merci encore. Non, merci à vous, c'était naturel et normal. C'est vrai que maintenant, ça fait bientôt 2 ans qu'on... Déjà, ça passe. Et une expérience à la fois personnelle très enrichissante. C'est vrai que faire de la radio, c'était pas du tout... Voilà, je m'étais jamais... j'avais jamais réfléchi. Ouais, t'étais pas Non, voilà, enfin, j'ai pas du tout ce parcours-là, mais voilà, comme quoi la vie nous réserve plein de surprises. Alors, et c'est intéressant, et voilà, encore. Alors, juste un petit mot aussi. Donc, le groupe RD Immo, c'est à Aix-les-Bains, mais c'est aussi à Chambéry, c'est aussi à Paris, c'est partout. Rumilly, dis-nous tout, tu es un petit peu. Alors, c'est principalement effectivement dans la région, donc Aix-les-Bains pour l'agence aixoise, comme tu l'as souligné, donc au Grand Port, résidence Les Belles Rives, face lac. Donc, c'est vrai que voilà, on se sent privilégié déjà d'habiter sur Aix-les-Bains, encore plus quand on a la proximité du lac, et quand votre bureau donne sur le beau lac du Bourget, que demander de plus. Chambéry également bien situé, on est dans le centre, pas très loin des Galeries Lafayette pour ceux qui connaissent, au 44 Faubourg Reclus. Ouais, tout à fait, le Faubourg. Voilà. Immeuble le Centenaire. Immeuble Centenaire, exactement. Un des rares immeubles, vous savez, qualifiés de haute hauteur. Je crois qu'il dépasse les 30 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, donc, tout à fait, ouais. Un bâtiment un peu singulier. Rumilly, depuis peu, sur place de l'Hôtel de Ville, à côté de la mairie, place du Marché. Et puis, effectivement, après, en Isère également, Grésivaudan et Grenoble. Et voilà. Et puis Paris. Qui, dans le 12e? Dans le 12e, exactement. Bonne mémoire, Jean-Pierre. Un petit peu. Donc, le groupe RD Immo, donc, c'est toi un peu le grand chef? C'est, voilà, fondateur et dirigeant, avec un de mes associés qui est du coup effectivement sur Paris. Une équipe aujourd'hui d'un peu plus de 20 collaborateurs, uniquement de la transaction immobilière. On a choisi de se spécialiser sur un métier unique afin d'être le plus performant possible. Ça nous occupe déjà plutôt bien. Et la chance, et là vraiment une petite parenthèse à l'équipe dans sa globalité, la chance d'avoir des collaborateurs tous humains. C'était déjà quand même un critère très important, des gens impliqués, dynamiques, qui vous aideront, vous conseilleront au mieux, et on essaie vraiment de manière intelligente, d'avoir une bonne image, de couper un petit peu cette image négative que ce milieu peut avoir. En tout cas là, on met du cœur à l'ouvrage, et on essaie d'être les plus performants et les plus à l'écoute possible. Bravo. Et comment se comporte le marché de l'immobilier en ce moment-là, au début 2023? Alors, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Je pense que c'est une question de point de vue. Moi, le mien est celui-ci. Les chiffres nationaux du nombre de transactions immobilières depuis quelques années sont astronomiques. Ouais. Les records ont été battus d'année en année pour arriver à un pic en 2021, où là vraiment on a passé des barres qu'on n'avait jamais dépassées. 2022, les chiffres sont tombés, ça a légèrement baissé, mais pour vous donner une idée, on est sur, si je dis pas de bêtises, un peu plus d'1 100 000 transactions. Pour donner une idée, Jean-Pierre. 1 100 000 transactions. Transactions sur le territoire. Pour donner une idée. Sur le territoire national. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Sur le territoire national. Pour donner une idée, 2015, 2016, 2017, on était sur 850 000 transactions. 2022 est légèrement moins important que 2021, mais c'est toujours cette idée. Les records sont faits pour être battus, certes, mais un record, c'est un record. C'est une donnée sensationnelle. Si on prend par exemple le record du 100 mètres en ce moment, on espère ou pas qu'il tiendra, mais il va tenir un petit moment. Il va tenir un petit moment, puis il y a forcément quelqu'un qui va le battre. Ou comme Djoko qui fait son 22e grand chelem, c'est pas tous les jours qu'il y en a un qui ira faire un 23e. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
c'est un peu la course au plus. Moi, c'est un petit peu ma vision. Ouais. On n'a pas besoin de toujours en faire plus. C'est encore des années, très bonnes années. Le contexte, certes, est un peu tendu. On va pas se mentir. Tout le monde le sent. L'inflation, les prix augmentent, les grèves, patati, patata. C'est sûr que voilà, il y a un climat qui est peut-être un peu anxiogène. Mais j'ai l'impression, moi, je veux dire quelque chose. C'est ce qu'on ressent avec nos clients. C'est qu'on commence à se dire, c'est comme ça, on verra bien, on avance. Je pense que les gens, voilà, ont vu que le monde ne s'écroulait pas non plus, que les choses continuaient. Donc finalement, non, ça se passe encore bien. Ouais. Les taux bancaires ont un peu monté, donc c'est sûr que ça commence à picoter plus qu'il y a 2 ans, 3 ans. Mais on se rappelle, il y a 10 ans, les taux étaient plus importants qu'aujourd'hui. Donc il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des opportunités. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça et ça va bien se passer, rassurez-vous. Donc, si un particulier dit tiens, j'ai un petit peu de sous de côté, je veux investir dans la pierre, c'est encore une bonne chose à faire. Ça sera toujours une bonne chose à faire. Et pourquoi on parle de valeur refuge? Pourquoi on parle pourquoi ça séduit toujours autant? C'est que justement, si on parle de cette inflation, alors sans faire quelque chose de trop compliqué, mais vous avez un bien qui vaut aujourd'hui, voilà, vous achetez un studio 100 000 euros Ouais. pour faire un chiffre rond. L'euro se dévalue de plus en plus, cause inflation. On se retrouve dans 5 ans, votre studio, il vaudra peut-être plus 100 000, mais peut-être 115, peut-être 120 000 euros. Alors, Peut-être ça sera 50 peut-être 50. C'est personne n'y croit, parce que si vous regardez les courbes depuis 1900, mais ça te rappelle, on avait fait un quiz d'ailleurs sur ce Oui, sujet. tout à fait, Je sais bien pas si tu sûr. te rappelles un peu les chiffres, mais depuis 1900, les prix de l'immobilier ont été multipliés par 3000. Donc, ça serait Ouais. du jamais vu. Il y a eu peut-être, il y a 2008, il y a eu quelques petites crises là sur les dernières décennies, mais elles ont toujours été largement épongées par les hausses qui ont suivi. Et si vous regardez les chiffres depuis sur une durée relativement importante, ça a jamais. C'est comme si tu me dis demain je vais acheter un lingot d'or. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, ça sera toujours une bonne idée d'acheter de l'or. Il y a pas de problème. Si ça devient un problème, c'est qu'il y a un gros problème. Oui, tout à fait. Donc on n'en est pas encore là. D'accord. Alors Jean-Pierre, pour aujourd'hui, j'ai décidé de te mettre un petit peu à profit, effectivement, dans Aïe, aïe, aïe. parce que je me suis dit un partenariat c'est bien, mais voilà, faut le faire bosser le Jean-Pierre un petit peu. Il faut qu'on soit partenaire. Voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé d'aborder un thème qu'on nous pose souvent. On va essayer de vous donner des pistes de réflexion et des réponses sur la problématique suivante. Vous êtes en recherche, vous êtes décidé à acquérir un logement et vous hésitez encore entre un bien immobilier neuf ou un appartement ou maison ancien ou ancienne. Comment s'y retrouver? Est-ce que vous préféreriez faire construire votre maison, plutôt acheter une maison déjà bâtie, un appartement? Est-ce que vous vous sentez capable d'acheter un appartement sur plan ou vous préférez visiter de l'existant? On va essayer de répondre un petit peu à cette question si tu le veux bien. Oui, écoute, j'ai pas bien le choix. Hein. Alors, en intro, on va essayer déjà de définir ce qui différencie l'ancien du neuf. L'ancien, alors ça c'est plutôt simple. À ton avis, un bien immobilier ancien, c'est quoi, Jean-Pierre? C'est quelque chose qui n'est pas neuf. C'est un bien qui n'est pas neuf. Non, voilà, donc ancien, donc c'est un bâtiment ancien. Existant. Existant, voilà. On peut résumer ça comme ça. Donc il s'agit de D'accord. biens immobiliers, appartements, maisons, qui ont, d'un point de vue juridique, déjà fait l'objet d'une mutation. C'est-à-dire, D'accord. ça a déjà été acheté, Acheté, au vendu. moins une première fois. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà eu un transfert de propriété qui a été acté. Acheté ou transmis ou cédé, voilà. Hein. Exactement. Et si on regarde un peu la définition de l'administration fiscale, elle considère un bien ancien dès lors qu'il a plus de 5 ans et qui a déjà été revendu, habité ou loué. Et la vente d'un bien immobilier ancien est soumise au droit d'enregistrement communément appelé frais de notaire classique. Donc ça veut dire un bien qui existe. Pourquoi on précise un petit peu ces histoires de date ou de mutation? Parce que le neuf, justement, à contrario, d'une manière générale, on qualifie un bien neuf lorsqu'il a été achevé depuis moins de 5 ans et qu'il n'a jamais été habité ni loué. Donc un bien neuf, par exemple, cette copropriété est de 2020, ou cette maison est de 2021, mais elle n'a jamais été habitée et son constructeur ou promoteur ne l'a pas encore vendue. Elle est considérée comme neuf ou neuve. Généralement, le neuf, on parlera de VFA. Ça, c'est un terme que vous avez pu peut-être entendre. Vente en état futur d'achèvement. Exactement. Donc, le promoteur présentera des biens généralement qui ne sont pas encore construits, puisqu'on parle de commercialisation en amont de ces programmes neufs, mais il arrive de temps en temps qu'il en bâtisse, qu'il les finalise, mais que le dernier ou les 2 derniers n'ont pas été vendus. C'est assez rare et on pourra les visiter, ils seront palpables, ils seront sortis de terre, mais quand bien même, puisqu'ils n'ont pas été ni habités ni loués, ils seront considérés fiscalement comme neufs. Et là encore,
les frais de notaire seront réduits pour cette partie. Alors, au-delà de ces caractéristiques un petit peu, je dirais, juridiques et techniques, le premier un petit peu point de comparaison qu'on pourrait faire, c'est une question de style. Ouais. Qu'est-ce que t'évoque l'ancien, Jean-Pierre ? Une architecture différente du neuf. Complètement. C'est un petit peu la première chose qu'on va avoir à l'esprit, c'est le style. Donc c'est effectivement c'est le style. C'est l'état aussi. Alors, les murs qui auront décrépit un peu, la façade qui sera passée un petit peu, qui sera plus neuf. Exactement. Alors, la question du style, c'est un petit peu le premier choix. On va tous avoir un choix, je dirais, de style. On va être sensible à une certaine, comme tu le disais, architecture. Dans l'ancien, alors, il y a plusieurs types d'anciens, mais on va essayer d'être pas caricaturaux, mais disons de prendre un exemple sympa. Un bel immeuble à l'ancienne, voilà, vous avez des hauts plafonds, des ouvertures à la française, des vieilles pierres, les moulures au plafond, des beaux parquets anciens, un bel immeuble. Les biens anciens ne manquent pas d'arguments, voilà, pour susciter un vrai coup de cœur lors d'une visite. C'est sûr qu'on est tous sensibles aux belles choses, on s'imagine bien rentrer, des belles portes, une belle pièce à vivre, une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres. Voilà, ça parlera à tout le monde. On va également lui mettre une connotation un petit peu d'histoire. C'est des biens qui peuvent avoir effectivement une histoire, qui représente l'architecture française par excellence. Il y a plein de styles, hein. On parle de l'époque classique, de l'époque Louis XIV, le style Empire, oui, voilà. Ou le plus récent que tout le monde connaît, le style haussmannien. Donc l'ancien représente, moi c'est un petit peu ma définition, je vais même jusqu'à là, une partie de l'âme française. C'est ce qui fait quand même quelque part notre force. C'est notre patrimoine. Exactement. Et ça, quand on visite des pays plus récents, c'est plus building, voilà, des grandes tours. Alors, c'est pas forcément que c'est moche ou moins ça nous plaît moins, mais c'est un autre style. C'est un petit peu moins, on sent qu'il y a un petit peu moins d'âme. Alors le neuf, à contrario, sera porté sur déjà principalement les dernières normes. Un confort d'habitation bien pensé, généralement bien lumineux, bien conçu. Les biens neufs optimisent les surfaces. Ça, c'est quelque chose également. Bien sûr. Voilà, les promoteurs savent que le prix au mètre carré est important. C'est fini maintenant les maisons au centre d'un terrain de 3000 mètres carrés, quoi. Il y a ça, et puis quelque chose qui est frappant quand nous on visite des appartements anciens. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être quand même souvent. C'est, tu sais, ça te parlera peut-être des grands couloirs qui distribuent plein de pièces. Avant, c'était des pièces closes et tout. Voilà, il y avait la cuisine, il y avait la salle à manger, il y avait le salon. Maintenant, ce sont des espaces qui sont ouverts. Voilà. C'est les espaces optimisés, ce qui veut dire que un appartement de 100 mètres carrés, par exemple, dans l'ancien, si tu le compares à un appartement peut-être de 80 mètres carrés dans le neuf, bah, t'auras l'impression qu'il est mieux distribué, qu'il est mieux conçu, et tu ressentiras pas forcément cette différence de surface tout de suite comme ça. Il y a quelque chose que je tiens à souligner, les promoteurs sont devenus beaucoup plus souples sur la personnalisation des logements. C'était un petit reproche qu'on leur avait fait il y a peut-être encore 10 ans, et aujourd'hui ils sont sensibles à toutes les demandes d'acquéreurs. Et acheter dans le neuf aujourd'hui vous permet quand même de personnaliser votre logement jusqu'à des limites assez poussées. Alors deuxième point de différenciation, le prix. Tu t'en doutais bien qu'on allait parler un petit peu d'argent à un moment donné. Mais tout le temps ici. L'ancien, alors d'une manière générale, le marché de l'ancien, il va fixer naturellement ses prix en fonction de l'offre et la demande. L'écart qu'on constatera avec le neuf est souvent en moyenne sur le territoire de au moins 20% jusqu'à 30%. Il y a tu dis entre 20 et 30% de différence de prix entre un bien ancien. D'accord, et un entre bien 20 neuf. Et 30%. Si on prend Aix-les-Bains, la grosse moyenne des apparts, on tourne autour des 4 000 euros. La grosse moyenne du neuf, on est plutôt à 5 000, 5 002. Donc on voit qu'il y a quand même un quart, dans certains cas, un tiers. Tout va dépendre de l'emplacement spécifique des biens. Il y a un marché, par contre, qui est où l'ancien domine encore le neuf au niveau des prix, c'est un petit peu l'immobilier de luxe, de prestige. Quand vous avez des appartements un peu exceptionnels ou des villas incroyables, vous aurez, si on prend par exemple Aix-les-Bains, vous imaginez que si vous êtes proche de l'hôtel de ville d'Aix, proche des anciens thermes, imagine Jean-Pierre, t'as un dernier étage dans un appart haussmannien avec une jolie terrasse, quelque chose hors norme. Voilà. Vue sur le lac. Il aura forcément un prix un petit peu salé. Donc non, le lac il est pas salé. Non, le lac c'est pas la mer encore. Qui est salée. Exactement. Le neuf, par contre, on va avoir une grille de prix qui également sera basée par le marché, mais par deux grands indicateurs. C'est le coût d'acquisition pour le promoteur. Il va acheter un foncier, il va acheter un terrain. Il va déjà donc devoir considérer son prix d'achat qui est souvent assez élevé, le coût de construction et sa marge.
Donc les prix du neuf suivent des grilles un petit peu plus strictes, je dirais, moins aléatoires. L'ancien, voilà, il y a un propriétaire qui a des espérances, l'agent lui fait une estimation, on est d'accord, pas d'accord. Il y a un petit peu ce jeu-là d'ajustement. Alors que le neuf, bon gré mal gré, si le prix de revient est de temps, ils vont devoir fixer un prix de toute façon plus logique entre guillemets. Un point souvent évoqué, peut-être un des arguments les plus appréciés justement des personnes qui se tournent vers l'acquisition d'un bien neuf, sont la partie des travaux. Oui. Généralement dans l'ancien, deux options. Les travaux. Alors, oui ou non, bien sûr. Si l'appartement vient d'être rénové, on bien sûr. On évitera effectivement la case travaux. Mais effectivement, très souvent, si on peut donner une proportion, je dirais comme ça à une moyenne un petit peu à la louche, mais plutôt proche de la réalité, je dirais 1 sur 2. Il y a, nous, ce qu'on voit dans notre portefeuille de biens, voilà, c'est un peu une fois oui, il y a rien à faire, et l'autre fois il y a quand même un peu de travaux. Les travaux, il y a, ça peut être échelonné en plusieurs, comment dirais-je, quantités. Ça peut être voilà un petit rafraîchissement ou alors vraiment une rénovation totale qui peut être coûteuse. Donc voilà, l'ancien, vous devrez probablement passer par la case travaux. La problématique des travaux, elle est large. Petits, moyens, gros travaux. Comment déjà un petit peu chiffrer tout ça. Si c'est un poste clé, par exemple, tu visites un appartement qui est top, la cuisine est un peu vieillotte. Bon, chiffrer une cuisine relativement simple. Idem, si par exemple la salle de bain est pas forcément au goût du jour, pas très compliqué à chiffrer. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un poste précis, voilà, plutôt simple. Par contre, si c'est une rénovation qui est totale, là, effectivement, on sent que les clients ont besoin d'un accompagnement. Un maître d'œuvre peut les accompagner, un architecte, etc., qui va chiffrer ça de manière totale et leur indiquer, voilà, le coût de la facture définitive sera de temps, ça va vous aider à vous projeter un petit peu sur le budget final que vous coûtera cette acquisition. Le neuf, bah bien sûr, tu t'en doutes bien, pas vraiment de travaux. Généralement, la cuisine n'est pas livrée. Donc généralement, on a la cuisine à intégrer dans cet achat. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, les promoteurs sont devenus beaucoup plus souples. Vous voulez changer la peinture, changer le sol, ce carrelage vous plaît pas. Alors dans la limite du temps, c'est-à-dire que si l'appartement va être livré dans 3 mois et que tout a été déjà fait, commandé, le promoteur, il peut charger une plus-value parce que bon, il a déjà fait le travail et fatalement ça va lui engendrer une plus-value. Mais vous achetez un appartement et la livraison est dans 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Voilà, ils vont être à l'écoute. Si le carrelage gris vous plaît pas, vous voulez un carrelage blanc. On peut ça. Bien sûr. Y a pas de problème. Sans plus-value. Alors, si c'est de l'identique, il y a un budget. Par exemple, si le promoteur te dit que le budget carrelage de la pièce à vivre, il y avait, 50 mètres carrés de pièce à vivre, et que le budget carrelage était de 50 € à l'achat, donc 2500 € hors taxe, il va te donner ce budget. Si toi, tu vas dans ton magasin de carrelage préféré et que tu craques sur un modèle à 100 € le mètre carré, c'est pour toi. Forcément, il y aura probablement une plus-value. Alors, on peut toujours essayer de discuter un petit peu avec eux. Des fois, on arrive à négocier un entre-deux, mais voilà, souvent, forcément, il y aura une plus-value qui est logique puisque tu vas améliorer ou changer ce qui était prévu. D'accord. Un autre, mais encore une fois, ils sont plutôt souples. Ce qu'on nous demande souvent dans le neuf maintenant, c'est personnalisation des peintures. On nous demande également les meubles de salle de bain. Des fois, ils sont un petit peu simplistes. Les gens veulent quelque chose d'un peu plus élaboré. Mais voilà, pour les travaux, c'est plutôt le côté sympa de la chose. C'est plus de la déco d'intérieur et peaufiner un petit peu son futur logement. Donc la case travaux dans le neuf. Lui mettre un petit peu d'âme, quoi. On peut lui mettre un petit peu d'âme, exactement. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est pas quelque chose qui est tellement problématique. Alors, on peut aborder un dernier petit point avant notre petite coupure musicale habituelle. Il y a l'emplacement géographique. Oui. À ton avis, dans l'ancien, sur cette problématique-là, qu'est-ce que ça t'évoque comme sujet? Te dire, tiens, je cherche un appart ou une maison, je suis plutôt sensible à l'ancien, comment je vais m'y prendre pour chercher et où je peux acheter? Alors, je vais voir le groupe RD Imo à Aix-les-Bains ou ailleurs. C'est un bon début. Je vais voir une agence RD Imo. Je demande à voir Romain Trois-Vallées et je lui dis, voilà, je veux ça et Romain me trouve ça. Non, mais après, voilà, ça dépend un petit peu des envies de chacun, des besoins. Bien sûr. Des besoins, voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on va résumer comme ça avec une phrase, c'est que les moyens aussi, ça dépend des moyens. Bien sûr, ça va dépendre des moyens. Ça, c'est évident. Mais c'est que le rêve est permis. C'est qu'il n'y a pas un quartier, il n'y a pas une rue où il sera impossible de trouver ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, tu me dis, moi, je suis, voilà,
je veux impérativement autour de l'Arc Campanus. Je veux être à 100 mètres de la mairie. Ouais. C'est plutôt précis comme recherche, mais on pourra trouver. S'il y a. Mais je veux dire, c'est pas impossible. Alors peut-être que ce sera peut-être pas en une semaine, mais ça prendra pas non plus 10 ans. C'est-à-dire, il y a quand même pas mal d'immeubles. L'hypercentre d'Aix est quand même chargé en résidence. Ça devrait pouvoir se trouver. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'ancien, hors exception, où effectivement, si vraiment la recherche est ultra spécifique et que voilà, le produit n'existe pas ou ne vient pas à arriver sur le marché, le rêve est permis, tu pourras être à quelque chose près, plus ou moins, où tu le souhaites. Alors que le neuf, à l'inverse de l'ancien, les programmes neufs dépendent des espaces encore disponibles. Donc plus tu vas chercher proche des centres-villes, plus c'est compliqué. De trouver du neuf. Parce que le neuf, il est déjà tout fait, quoi. La place est prise. Alors après, tu peux avoir des réhabilitations d'immeubles. Par exemple, sur Aix-les-Bains, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le centre, vous avez 2 programmes neufs, enfin même un petit peu plus, mais dans l'hyper-centre, tu vois, derrière le parc de la Rotonde, Bouygues qui construit une petite résidence d'une 40aine de logements, derrière le Palais des Congrès. Oui, d'accord. Donc là, on est plutôt centre. Edifim, promoteur local, est en train de rénover la Villa Thermale, je sais pas si ça te parle, juste à côté des anciens thermes. Donc là, voilà, hyper-centre, etc., etc. Vous avez Léon Grosse, Groupe Pichet, qui eux sont boulevard de Russie, pas très loin de la gare. Oui, tout à fait. Voilà, qui rasent un peu des vieux bâtiments et les bâtiments poussent. Mais hormis, voilà, quelques petits emplacements qui viennent à rester. Quand c'est fait, c'est fait, quoi. Quand c'est fait, c'est fait. Donc le neuf, voilà, tu seras plus tributaire de l'emplacement. Pour pas faire de jaloux, on peut aussi citer ICAD, qui s'attaque à l'ancienne poste d'Aix-les-Bains, qui a été délocalisée, et les travaux devraient commencer là au printemps sous peu. Donc finalement, on voit que dans le centre d'Aix-les-Bains, il y avait encore quelques petites opportunités, mais là, je pense qu'ils ont presque fait le tour et il y aura plus énormément de choses. Donc l'ancien, le rêve est permis. Le neuf, un petit peu moins au niveau de l'emplacement géographique. Vous ne pourrez pas choisir précisément ou forcément systématiquement là où vous voulez être. D'accord. Très très bien. Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal. Et logique. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans quelques marque minutes. Une petite pause. Allez, partez pas. Le 92 points, rêveries-du-grand-lac.com, c'est toujours avec vous. Ce sont les murmures du lac. Et ce lac, il a tellement de choses à nous murmurer à travers la voix de Romain. On arrive tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM, toujours avec Jean-Pierre pour cette deuxième partie de notre émission. Top. Avec, on va continuer un petit peu donc sur ce thème de comparatif entre un achat immobilier neuf et ancien, pour vous donner un petit peu les grandes lignes des différences que peuvent comporter un achat dans l'ancien ou dans le neuf. Alors bien sûr, on va assez vite, on essaie de balayer un petit peu tous les thèmes. Si vous avez des questions, des précisions, vous pouvez bien sûr nous contacter directement. On se fera un plaisir de répondre à ces petites interrogations. Alors, on reprend un petit peu avec un autre élément qui est de distinction qui est important. En 2 mots, c'est les diagnostics du logement. Dans l'ancien, maintenant, tout le monde commence à être habitué à parler loi Carrez, DPE, amiante. Donc, dans l'ancien, effectivement, vous avez tous ces diagnostics qui sont en vigueur. Alors, certains obligatoires, certains pas. Par exemple, l'amiante, c'est obligatoire pour les biens immobiliers anciens d'avant 1997. Après, on considère qu'il n'y en a plus. Le plomb, par exemple, c'est les biens avant 49. Donc, vous l'aurez compris, si on fait le lien avec le neuf, l'amiante, le plomb, sur une résidence de 2020, c'est quand même bien curieux que le promoteur nous ait mis des belles petites tuiles amiantées. Alors voilà, il est un petit peu maso. Donc le dossier de diagnostic dans le neuf est beaucoup plus léger. Il y a pratiquement rien dedans. Ah oui, c'est tout neuf. C'est tout neuf, l'électricité. C'est aux normes. C'est aux normes, il a son consuel, etc. Donc voilà, un avantage par rapport à ça, vous êtes plus tranquille dans le neuf. Ça sous-entend pas que dans l'ancien, vous pouvez avoir des problèmes, mais vous aurez un petit peu plus de lecture et de points de vigilance à apporter. Un point qui séduit pas mal de personnes qui cherchent à acheter dans le neuf, c'est ce qui va être lié aux charges du logement et les éventuels travaux à venir sur la façade, la toiture, etc. Comme tu t'en doutes, Jean-Pierre, dans l'ancien, ça va dépendre un petit peu de l'entretien, de l'état, etc. Tu peux arriver dans une résidence qui est très bien entretenue, les travaux ont été faits, continuent d'être faits.
voilà, pas de souci particulier. Par contre, comme dans la majeure partie des cas, on va dire, la toiture, peut-être que dans 10 ans, sera à refaire. Tiens, la façade est dans un état un petit peu moyen. Les communs, ça mériterait un petit coup de peinture. Donc, tout ça aurait éventuellement un coût dans les années à venir. Alors, dans le neuf, voilà, encore une fois, c'est neuf. Vous êtes tranquille pour 10 ans, 15 ans. Pas de travaux d'envergure à prévoir. Et concernant sur les charges classiques, les charges, je dirais, générales, l'entretien, les espaces verts, etc., enfin, ce qu'on peut payer dans une copropriété de manière normale, là, encore une fois, dans l'ancien, on aura tendance à que ça soit un petit peu plus coûteux. Dans le neuf, voilà, tout est neuf, il n'y a pas de raison que ça décolle. Donc, généralement, les charges sont quand même également plus réduites. Oui, bien sûr. Si les parties communes peuvent être chauffées, éclairées, dans le neuf, voilà, c'est isolé, c'est dernier cri. Donc, ça sera toujours moins coûteux. Les systèmes de production d'énergie seront également plus performants. Donc là, le neuf gagne facilement 7 manches. Prochaine question tiens, ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton avis, puisque la distinction se fera également sur acheter un plan ou acheter de l'existant. Et toi, Jean-Pierre, est-ce que tu serais plus à l'aise de te dire, ok, je visite ma future maison, ou d'accord, je vois où elle est, j'ai visité le terrain, je vois les plans de ma future villa, mais j'ai un petit peu de mal à me projeter. Quelle serait ta sensibilité par rapport à ça? Avoir les plans, on peut les faire suivant ce que l'on souhaite. Je veux telle chambre ici, je veux une salle à manger qui soit très ouverte, je veux une entrée là, je veux avoir un cellier, une buanderie ici et tout. Alors que quand c'est fait, je viens, il faudra casser, il faudra faire des travaux ou j'y prends comme ça, quoi. Donc ma sensibilité, je sais pas parce que je me suis jamais posé la question. Mais peut-être. Mais est-ce que tu arriveras à te projeter, à te dire, ok, c'est pas là, que la maison je la vois pas, là c'est un terrain, tiens ça va être comme ça, et ça me va, je suis prêt à franchir le pas et à faire construire ma future maison. Oui, peut-être, oui. Oui, après voilà, c'est un coup de cœur aussi un petit peu. Il y a le coup de cœur forcément avec le terrain où tu te dis c'est super, le spot est génial, j'ai la vue lac pour les plus chanceux. Aujourd'hui également, on a la chance d'avoir des outils de plus en plus performants et modernes. Aujourd'hui, on te fait des modélisations de tout en 3D. Ouais, voilà, tout à fait, oui. On t'intègre la maison dans le paysage. Les insertions paysagères et tout, où on voit déjà la photo, la maison qui n'est pas encore faite. Et puis aujourd'hui, à l'époque, ça prenait des fois des semaines à avoir le moindre petit visuel. Mais non, ça prend 3 secondes, quoi. Non, en 2-3 jours, on est capable de fournir des choses très poussées. On peut modifier à souhait. La problématique est un petit peu, éliminée. Dans le neuf également, en appartement, on a maintenant la chance d'avoir des modélisations complètes et intérieures. C'est-à-dire qu'on peut se balader dans les immeubles. On a avec les fameux drones, on peut positionner à la hauteur spéciale du balcon. Donc monsieur, votre vue, ça sera ça. Vous voyez, vous passez largement les toits de la ville, la vue est dégagée. Ou au contraire, vous voyez, vous allez taper un petit peu sur l'immeuble d'en face. Il y a plus trop de mauvaises surprises par rapport à ça, et on est capable de vraiment se projeter de manière plus formelle. Oui. Voilà, après de savoir avant que la maison soit faite comment elle sera. Exactement. Après, dans l'ancien, effectivement, on pousse la porte, on visite. C'est beaucoup plus concret pour certains. Nous, on voit qu'il y a quand même, il y a une partie de la clientèle qui, ça pose pas de problème. Il y a encore pas mal de gens qui, le neuf les effraie pour plein de, pour ces histoires de projection, pour aussi des histoires de se dire, mais est-ce que ça va être bien construit, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Donc ça, on peut le comprendre également que ça peut être un petit peu stressant de se dire, je vais devoir attendre 1 an, 2 ans, je vais suivre le chantier, est-ce qu'il n'y a pas un pépin qui va arriver? Donc l'ancien a peut-être un côté un peu plus rassurant. Encore une fois, on visite, on peut revisiter, on peut faire venir ses parents, ses copains. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Donc c'est sûr que il y a un petit côté un peu plus terre à terre avec l'ancien. Mais le neuf, sort son aiguille du jeu, puisque il y a quand même des quantités relativement importantes de logements qui se vendent. Donc preuve que pas mal de gens quand même arrivent à passer le cap et sont eux rassurés à l'inverse par l'idée de se dire que c'est neuf, c'est nickel, il y aura pas de soucis, pas de mauvaises surprises. Je vais éviter les planchers bois des vieux immeubles. Voilà, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Les vis cachées et tout, des fois. Voilà. L'occupation du logement. Alors ça, c'est aussi un point central, un peu névralgique du marché du neuf. Dans l'ancien, hormis un accord, je dirais, spécifique avec un vendeur qui voudrait éloigner un petit peu la date de remise des clés, mais dans l'ancien, généralement, 2, 3, 4 mois, vous signez un compromis, vous devenez propriétaire. On passe par la case du compromis, chez le notaire ou en agence. Une fois tout ficelé,
on avance, quelques mois plus tard, vous avez les clés. Vous organisez votre déménagement et boum, voilà, vous êtes chez vous. Dans le neuf, ça se fera avec un peu de patience. Parce que si vous flashez sur un appartement issu d'un programme neuf, par exemple, il faudra attendre sa livraison. Ça peut durer un certain temps. Oui, ça dure même un peu plus longtemps maintenant, non, parce qu'avec la hausse des coûts des coûts des matériaux, des coûts de la construction, est-ce qu'il y a pas des programmes qui prennent du retard? Ça, dans l'ensemble, pas trop, puisque quand vous arrivez à vous intéresser à un programme neuf, tout dépend à quel moment vous y intéressez. Par exemple, si vous vous intéressez à un programme qui vient tout juste de sortir en commercialisation, le délai sera 2 ou 3 ans, au moins. Généralement, voilà, c'est plutôt 24 mois, c'est un petit peu un minimum. Mais si le programme arrive en vente, c'est que le permis a été accepté, la plupart du temps purgé, que les garanties financières par le promoteur ont été validées, que les devis ont été faits et que les promoteurs sont prêts à recevoir les contrats de réservation. Donc la variable travaux, c'est un peu pour leur pomme, entre guillemets. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils ont signé un contrat qu'un charpentier du coin. Le poste était à tant d'euros. Bon, si demain, il lui dit mon devis était valable 6 mois et puis votre chantier a pris du retard et maintenant c'est tant. Pour le client final, la plupart du temps, dans le contrat de réservation, ces aspects-là sont bordés et il y a peu de chances qu'il en paye la différence. Mais c'est plutôt d'arriver à se projeter en se disant tiens, est-ce que j'achète en février maintenant, février 2023. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que attendre une livraison en 2025, est-ce que ça colle avec mes projets de vie? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des questions un petit peu propres à chacun. Moi, je dirais que le maître mot de cette décision, c'est la stabilité de votre situation. Voilà, vous êtes, par exemple, l'idéal, c'est quand vous avez, je dirais, la quarantaine, un peu, on va caricaturer la quarantaine, vos 2 enfants, vous savez probablement vous en aurez pas un troisième. Voilà, vous êtes plutôt votre famille est faite entre guillemets. Vous êtes heureux à votre travail et vous dites pas que, à part si votre patron décide de vous virer dans 18 mois, autrement, a priori, vous devrez rester dans le coin et plutôt ici. Vos enfants ont l'habitude des écoles, vous n'avez pas tellement envie de les chambouler, et puis vous-même, voilà, vous êtes heureux ici. Bon, pas tellement, je verrais de contre-indication à ça. Si on prend le contre-exemple, c'est plutôt un célibataire qui s'achète un T2, et puis 3 ans après, il s'est marié, et puis il a un enfant. Donc là, le T2 sera un peu plus... Il va falloir qu'il vende. On le revendra, on sera là pour lui revendre, il n'y a pas de souci. RD IMO, c'est ça. Entre autres. Les frais de notaire, alors ça c'est aussi un sujet clé un petit peu. Alors ce qui est marrant, c'est que souvent on nous dit oui, dans le neuf, les frais de notaire sont réduits, c'est plus intéressant. Alors certes, dans l'ancien, les frais de notaire sont entre 7-8%. Dans le neuf, ils sont à 2,5%. Mais il y a une donnée que souvent les gens oublient. À quoi ça te ferait penser si je t'amène les choses un petit peu comme ça, quelque chose qu'on tilte pas tout de suite parce que le particulier ne deal pas cette donnée dans son quotidien, donc elle lui passe un petit peu à travers. Oui. Non, tu vois pas? La TVA. Ah oui, tout à fait. C'est que là, les frais de notaire sont réduits, mais moi j'ai envie de dire encore heureux. Parce que la TVA sur un logement neuf, c'est 20%. Alors ça peut être 5,5% sur des programmes d'accession à la propriété, qui représentent franchement 5, 7, 8% des livraisons en France à peu près. La plupart du temps, c'est 20%. Donc vous payez votre appartement 400 000 euros, le promoteur, il empoche 350, 360. Boum, 20% qui part à l'État direct, TVA. Donc on a l'impression qu'on paye moins cher l'État, mais si on fait 20% plus 2,5%, on paye déjà 22,5% directement dans les caisses de l'État. Donc l'État, le neuf, se frotte les mains. C'est quand même quelque chose. Toi, dans l'ancien, on est à 7-8, on dit. Donc c'est presque du x3. Donc finalement, le neuf, certes, les frais de notaire sont réduits, mais vous l'aurez compris, la TVA est quand même là pour, je dirais encore, amener une manne financière très importante pour nos caisses. Donc après, généralement, par contre, ça sera compensé effectivement par ce pas de travaux, pas de frais supplémentaires, etc. Donc ça, on arrive un petit peu à équilibrer la chose. Mais c'était juste pour attirer votre attention que certes les frais de notaire sont réduits, mais n'en faites pas, ne décidez pas là cet achat sur ce simple point qui pour moi est un petit peu faussé avec cette histoire de TVA. Oui. Alors il faudra passer à la caisse pour le payer cet appart ou cette maison. Donc le règlement de l'achat. Bon, dans l'ancien classique, vous avez soit vous payez comptant, soit vous faites un prêt. Mais dans tous les cas, vous signez votre compromis, 3 mois après, vous passez chez le notaire à nouveau et vous payez l'intégralité. Donc on est obligé de passer par un compromis de vente, donc un avant-contrat. Alors, on peut pas passer une vente. Si, on pourrait.
Alors, c'est pas pratiqué dans la région, alors sans faire de chauvinisme. À Paris, c'est courant, parce que les gens veulent aller un peu plus vite. Chez nous, c'est très rare. Même les gens sont pas tellement au courant que c'est possible. C'est pas quelque chose qu'on met tellement en avant, mais effectivement, on serait pas obligé de faire un avant-contrat. L'avantage de l'avant-contrat, promesse ou compromis, c'est qu'il va quand même poser les choses. Oui, voilà. Si vous en C'est faites, une sécurité voilà. juridique. Si vous en faites pas, votre acheteur ou votre vendeur, on le tient moins. Donc il y a un risque un petit peu plus important. Alors pourquoi dans certaines communes, c'est un peu le sport de pas faire cette promesse? C'est que la promesse généralement est facturée dans les frais de notaire 300, 400, 500 euros. Et des fois les gens nous disent attendez, moi j'ai pas envie de payer 300 balles pour un compromis. On dit monsieur, pour acheter une villa à 800 000, c'est peut-être mieux de voilà, s'il y a que ça, on trouvera un arrangement. Mais effectivement, mais tu en sais tellement des choses, Jean-Pierre. Tu me surprends. Parce que c'est pas quelque chose qui est très connu. Oui, tout à fait. Oui, non, mais donc le compromis, donc un compromis sert aussi à donc il y a des clauses résolutoires, etc. Où si l'acquéreur n'arrive pas à avoir le prêt, ça casse le compromis de vente. Voilà un exemple. Ou si le bâtiment n'est pas fini dans les temps, etc. Quoi. Il y a tout un tas de choses qui, alors de pas l'avoir, c'est pas non plus rédhibitoire sur ces autres conditions, mais c'est moins bordé. Voilà, le compromis, je trouve que c'est une étape symbolique également. On va chez le notaire, on s'engage à acheter quelque chose, on pose les conditions, on a la lecture juridique du dossier, on vous explique tout ce que vous allez acheter sur votre logement, on vous décortique la chose. On est obligé de passer chez un notaire. On peut le faire en agence également pour le compromis. Aujourd'hui, faut être accrédité, donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Certaines agences le font, d'autres pas. Le notaire, c'est toujours un petit peu mieux puisque lui, il va mettre sa responsabilité en jeu, comme la nôtre, mais c'est quand même leur métier. C'est quand même leur métier d'être vigilant sur tout ça. Nous, on privilégie un petit peu cet aspect-là. Ils ont plus de facilité à obtenir certains documents. Voilà, moi, je lui fais pendant une dizaine d'années les compromis. Aujourd'hui, on a bâti des relations d'amitié et professionnelles avec pas mal de notaires de la région. On leur fait confiance, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Mais pour revenir à ce règlement de l'achat, voilà, dans l'ancien, vous allez payer tout de suite finalement votre bien immobilier. Dans le neuf, vous allez devenir propriétaire, bizarrement, de quelque chose qui sera pas bâti. Oui. C'est-à-dire que tu réserves ton appartement. L'équivalent du compromis pour du neuf, c'est un contrat de réservation. Tu réserves ton appartement. Pareil qu'un compromis, il y a des conditions de prêt ou autre. Tu obtiens ton prêt, tu repasses chez le notaire et tu deviens propriétaire de ce fameux appartement qui n'existe pas. Mais il est quand même à toi juridiquement. Il t'appartient. On va passer par un tableau. Il t'appartient même avant la livraison. Il t'appartient même avant la livraison. Ça veut dire que si tu veux le revendre entre-temps, tu peux. Tu te dis, tiens, finalement, j'ai signé ce contrat ce mois-ci, puis dans 2 ans, c'est-à-dire peut-être 1 an avant la livraison, tes plans de vie ont complètement changé, ou tu es tombé fou amoureux d'une italienne. Je te vois bien une italienne, et tu pars demain à Rome pour aller manger des pâtes avec ta copine à côté du Colisée. Qu'est-ce que tu fais de ton appartement? Alors soit tu peux le garder et le louer, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais tu te dis mince, j'ai quand même un peu besoin de rond pour la faire vivre. À la Dolce Vita, ça a un prix, donc donc non, tiens, faut que je le revende. Tu peux le revendre, y a pas de problème. Par contre, si tu le revends, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, ce bien aura déjà fait l'objet d'une mutation. Oui. Donc pour ton acheteur, lui, les frais de notaire, il les paiera plein. Malgré le fait qu'il n'ait jamais habité ni loué, mais il aura fait l'objet d'une mutation. D'accord. C'est comme ça. On a ce qu'on appelle un échéancier dans le neuf. Ça veut dire qu'effectivement, tu vas pas non plus payer la totalité tout de suite. Mettons que tu le payes comptant. Ok, tu t'achètes un T3, mettons 300 000 euros, et tu as les fonds. Tu vas pas donner 300 000 euros au promoteur. Tu vas suivre l'échéancier. Hors d'eau, tant de pourcentage, hors d'air, tant de pourcentage, etc., etc. Généralement, quelques jours avant la remise des clés, il y a le dernier appel de fonds qui est de 5%, où là, tu finis de payer ton appartement en totalité au promoteur. Si tu passes par un prêt, c'est la banque, c'est le promoteur qui envoie à la banque l'échéancier,
et la banque paye petit à petit le bien. C'est bien ça. Ouais. Quand c'est la banque qui paye à ta place. Ah, c'est la banque. Tu leur devras peut-être un petit peu quelque chose, mais disons d'accord. que ou alors faut être bien copain. Ça pour dire que voilà, le financement d'un bien immobilier neuf se fait très facilement. Les banques ont l'habitude, donc vous pouvez très bien rester où vous êtes, dans votre appartement, dans votre maison, acheter cet appartement. Même si vous ne pourriez pas supporter la mensualité, elle sera décalée et elle commencera à tomber le jour où vous aurez les clés et vous en aurez la jouissance ou que vous commencerez votre mise en location, par exemple. D'accord. Il y a quelques aides à l'achat qu'on peut également avoir. Donc le neuf, ça peut être intéressant pour les prêts. Alors l'ancien également peut avoir quelques aides, le prêt à taux zéro notamment. Après dans le neuf, vous avez des fois des prêts accession sociale, le prêt social accession. Donc l'État met en place quelques petites formules qui peuvent être intéressantes. Donc là, je vous invite tout simplement à aller sur le site de l'ANAH, Association nationale pour l'amélioration de l'habitat. Voilà, ou sur le site du gouvernement, vous trouverez facilement un petit peu les formulaires et les choses qui peuvent vous aider parce que ça peut être des aides importantes. Hein. Le prêt à taux zéro, voilà, Oui. quand on parle des taux qui augmentent, bon, ça sera pas sur la totalité, mais disons sur une partie, ça peut avoir du sens de le demander. On peut enchaîner avec un dernier point. Un dernier point. Un dernier petit point sur les garanties. Allez, on finira là-dessus, parce que les garanties, c'est aussi un argument phare pour les programmes neufs. Dans l'ancien, hormis la garantie des vices cachés, alors cette garantie des vices cachés, on l'a... Article 1671 du Code civil, si mes souvenirs sont bons. Oh là, alors là, ça dépasse... J'ai jamais été bon pour retenir les articles. Il y en a quelques-uns comme ça, le 1671, le 1382, le 1384. Moi, c'est les CERFA que je connais. D'accord. Pour les études de sol, pour les permis de construire, pour les... voilà, ça me parle plus. Mais c'est que les articles de loi... alors moi, j'ai jamais été très bon là-dedans. Alors, la garantie des vices cachés, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu... au-delà de connaître le numéro de l'article, Jean-Pierre. Ah, voilà. Hein. Mais donc tu fais le malin. Donc les vices cachés, ce sont des vices qui sont cachés. Donc, voilà, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas soupçonner, et qui apportent un dommage donc au bâtiment. Voilà, au bâtiment lui-même, et qui peuvent même causer un danger, quoi. Tout à fait. Alors la subtilité, par contre, faut que ça soit clair. Un vice caché, vous pourrez intenter une action contre votre vendeur, enfin contre la partie qui vous a vendu ce bien, si elle n'était pas au courant. Voilà, tout à fait. Par exemple, vous visitez l'appartement, la chaudière marche pas, vous le savez, c'est pas un vice caché. Demain, vous avez une fissure sur votre maison, elle était là. Elle était là, elle était visible. Fallait ouvrir ses yeux, ou fallait être attentionné, etc. Un exemple de vice caché? Un vice caché, ça peut être par exemple que l'accès au comble n'était pas possible, avait été condamné, qu'on vous dit oui, non, la charpente, voilà, elle est en bon état, puis finalement, quand vous allez voir les combles, il y a un dégât des eaux important, qui a pas encore fuité parce qu'il a un peu mis un coup de blanc sur le plafond. On essaie de maquiller un peu le truc. Donc là, il y a même un dol. Là, voilà, exactement. Donc il y a un dol en droit, là. Mais cette notion de vice caché, c'est volontaire. Alors c'est pas que eux ont fait quelque chose, mais ils ont caché volontairement un problème. Ouais, voilà, il y a la volonté d'avoir trompé. Exactement. C'est-à-dire que je suis au courant de ça et je vous le dis pas. Et je vous le dis pas. Et souvent, nous, agents immobiliers, alors on va comment dirais-je, on a l'habitude, c'est notre métier, on va être vigilant. Mais dans certains cas, c'est même pour nous compliqué. On va pas casser une maison pour aller voir si derrière un mur il y avait quelque chose. Parce que je veux dire, c'est des fois un petit peu, il y a que le propriétaire qui peut éventuellement le savoir. Ça peut être un truc qu'on verra tout de suite, c'est par exemple des extensions non déclarées. Tiens, j'ai fait une véranda, je l'ai pas déclarée. Elle sera pas au cadastre. Donc oui. Nous, on pourra pas dire qu'on le savait pas. Le notaire pourra pas dire qu'il le savait pas. Donc l'acheteur achètera en connaissance. Le cadastre, il fait foi maintenant. Le cadastre fait, on fera Et s'il n'est pas à jour? Alors on fait des demandes, ce qu'on appelle des certificats d'urbanisme, voilà, qui vont nous donner quand même des choses à jour, et on aura quand même cette information. Parce que nous, autrement, en Savoie, il y a toujours la MAPSAR de 1743 qui, elle, fait foi. Okay. Sur les chemins ruraux, sur le tracé des chemins, des voies. La MAPSAR ça doit être 1743 ou 1723, elle fait foi encore. J'irai la chercher, tiens. Tout à fait. En ligne, on peut la trouver, ouais. Aux archives à Chambéry. Ok. Intéressant. Tu vois. Tu vois un petit peu. Faut bien t'inviter quand même. Tu vois un petit peu.
Bah écoutez, merci de nous avoir suivis pendant cette émission. Une J'espère émission bien sympa, dynamique, avec notre partenaire exclusif, RD Imo, Aix-les-Bains et ailleurs. Super. Et puis surtout, voilà, si vous avez un choix à faire entre l'ancien et le neuf, rappelez-vous, il n'y a pas de bon choix, il y a un choix qui vous ressemble et dans tous les cas, vous serez heureux chez vous. Et ben écoutez, toujours avec un beau soleil cette semaine, on en profite encore. À très bientôt, Jean-Pierre. Et puis très bientôt. Puis donc à midi, là, donc après le flash info de Maxime dans quelques minutes, il y a Sandrine qui nous rejoint. La nature et vous, toujours cette émission qui nous relie un petit peu à la nature et au bon sens. Et donc c'est tout à l'heure là dans un quart d'heure. À bientôt. Merci Romain. Je vous en prie, à bientôt. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.